Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors Cinema 4D oui, mais pas que, et en fait même très peu Cinema 4D aujourd'hui, parce qu'en fait dans cette vidéo tutoriel, je vais surtout vous montrer un autre logiciel. Un logiciel qui est utilisé plutôt après le rendu dans Cinema 4D. On va voir un logiciel de montage vidéo. Mais on va voir ça un petit peu après. D'abord, on va utiliser un petit peu Cinema 4D, on va faire une petite animation dans Cinema 4D. Cette animation, on l'utilisera ensuite dans le logiciel de montage que je vais vous présenter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans Cinema 4D? On me demande assez souvent de mettre en début de vidéo ce que l'on va faire en fait, pour que ceux qui sont pas forcément intéressés par le résultat final n'aient pas à suivre toute la vidéo. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Si je me suis pas trop foiré, voilà. Dans Cinema 4D, on va faire ce genre de petite animation toute bête. Voilà, donc ici on a juste 3 lettres qui apparaissent avec un effet mot graphe. C'est tout bête, c'est tout simple. Normalement, beaucoup savent déjà faire ce genre de choses. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. C'est juste un mot texte et puis un effecteur simple que l'on utilise pour faire apparaître les lettres. Il y a un petit peu ici d'illumination globale. Il y a une texture qui est pas trop moche, il y a un fond en dégradé, bref, il y a des petites choses qu'on a l'habitude d'utiliser dans quasiment tous les rendus. Seulement, cette petite animation, on va ensuite l'ouvrir dans un logiciel de montage vidéo, et on va y ajouter du son, ce qui va nous donner au final, alors l'encodage c'est pas très bon ici parce que j'ai fait vite, mais ça donnera ça. Et là, normalement, vous devez avoir entendu le son en plus. Ici, j'ai rajouté un petit fondu pour montrer qu'on va voir un petit peu d'autres petites choses. Donc, en fait, on va simplement utiliser le rendu qu'on a fait dans Cinema 4D et y ajouter du son avec un logiciel de montage vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? D'abord parce que j'ai envie de montrer ce logiciel de montage vidéo. Parce qu'il est vraiment très bien. Et puis, il vous coûtera rien. Et même s'il est très très jeune encore comme logiciel, s'il y a encore des améliorations à venir, il est vraiment suffisant pour la plupart des gens. Et il va beaucoup évoluer. Donc on le verra après, j'en dis pas plus pour le moment. Et puis ensuite, souvent on me demande comment on ajoute du son sur les vidéos. Du son comme ça, par exemple. Ça, c'est une question qui m'a été posée il y a pas très longtemps. Et ce genre de choses, ça se fait pas dans Cinema 4D généralement. Parce que Cinema 4D a des outils pour créer du son. Ici, pas pour créer, pour gérer du son. Ici, il y a ces petits outils-là. C'est pour gérer un peu le son spatial dans une scène. Sauf que ça, c'est pas top. C'est pas top du tout. Cinema 4D n'est pas conçu pour gérer du son. C'est pas un logiciel qui a d'énormes capacités sonores et on peut pas vraiment travailler le son comme on veut dedans. Et placer du son sur une animation dans Cinema 4D, c'est beaucoup plus compliqué que de le faire dans un logiciel de montage vidéo après coup. Donc il fallait vraiment que je montre cette méthode pour ajouter du son parce que vraiment c'est quelque chose qui revient assez souvent. Assez souvent, j'ai quelqu'un qui me demande, pas toujours la même personne forcément, quelqu'un qui me demande comment on peut ajouter du son au moment où tel élément fait telle chose, ou alors comment ajouter une bande son sur une portion de vidéo seulement par exemple, ce genre de choses. Et souvent, les gens essayent de le faire dans Cinema 4D. J'ai déjà montré qu'on pouvait dans la ligne temporelle ici ajouter une piste son. J'avais fait un tutoriel là-dessus, mais seulement c'est vraiment pas conçu pour ça. C'est vraiment pas bien pour ça. Donc aujourd'hui, euh, on va plutôt voir comment on peut faire pour le faire dans un logiciel de montage vidéo. Et comme je dis, c'est un très bon logiciel de montage vidéo que je vais vous montrer et il est gratuit, il est open source. Donc ça sera tout du tout bon. Seulement, on va d'abord commencer dans Cinema 4D. On va faire donc cette petite animation que je vous ai montrée, les 3 lettres qui s'affichent. C'est quelque chose de très basique, c'est fait avec l'effecteur simple. Et en regardant un petit peu mes vidéos, je me suis rendu compte que j'ai pas fait de tutoriel sur l'effecteur simple. Parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment matière à en dire beaucoup de choses, vu que j'ai fait des tutoriels sur les autres effecteurs, sur le random, sur l'héritage, sur l'audio, sur l'étape, l'effecteur temps, l'effecteur cible, tout ça, j'ai fait des tutoriels dessus. Et l'effecteur simple, il me semble pas avoir fait des tutoriels uniquement dessus. Parce qu'en fait,
bah, c'est comme les autres, c'est les mêmes fonctions, sauf qu'il y a des fonctions en moins, c'est tout, c'est plus simple. Donc aujourd'hui, on va utiliser l'effecteur simple, et puis on va faire un petit rendu que l'on ouvrira ensuite dans un autre logiciel. Donc notre texte, c'est 4D, c'est très bien. On va le faire avec un mot texte. Donc je vais commencer par ajouter un mot texte dans ma scène. Mot texte. J'aurais pu le faire avec une spline text. Je vais le faire avec un mot texte, on va aller au plus vite. Je vais juste mettre la lettre, le caractère 4. Voilà, et puis on va le centrer. Donc centrer. On va choisir une police de caractère, alors Optificio. Voilà. Optificio, vous pouvez prendre la police de caractère que vous voulez, hein, forcément. Ici, je vais mettre 40 de profondeur, histoire d'avoir des caractères quand même assez gros. Avoir pas mal de profondeur, ça rendra mieux. Je vais faire seulement avec une lettre pour le moment, mais seulement avec un caractère. Et ensuite, quand ça sera fait, je vais simplement grouper ça et puis dupliquer pour obtenir les deux autres. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça que de faire tout de suite les 3 caractères et d'ajouter les effecteurs dessus. Donc j'ai mon mot texte, je vais l'appeler 4, vu que c'est le caractère 4. Et sur ce mot texte, on va tout de suite ajouter, alors je vais essayer de me placer comme il faut déjà, à peu près comme ça peut-être. On va essayer de le centrer, de placer la vue de manière à ce que ce soit relativement bien cadré. Ouais, c'est pas trop mal. Peut-être un peu gros, mais c'est pas grave. Et donc je le sélectionne et je vais tout de suite ajouter mon... je vais mettre une caméra, tiens, pendant que j'y suis. Je mets une caméra, puis je vais la locker, un tag de protection, et je me mets sur la caméra. Voilà, comme ça je bougerai pas en fait par erreur la vue. Donc là, le caractère 4, je le sélectionne et je vais dans MoGraph, effecteur, et j'ajoute un effecteur simple. L'effecteur simple, c'est un effecteur un peu euh, passe-partout. Je l'ajoute, tac. À partir du moment où j'avais le 4 sélectionné, il s'est tout de suite ajouté en fait dans les propriétés ici du 4, dans l'être, il s'est ajouté là. L'effecteur simple, comme je disais, c'est un peu passe-partout, c'est-à-dire qu'il fait un petit peu, on s'en sert un peu pour tout. Il n'a pas de fonction spécifique comme les autres, comme le randomisation qui va ajouter spécifiquement du hasard, ou le temps qui va jouer avec justement le temps, ou alors avec l'héritage qui va permettre d'animer en fonction d'autres objets. Non, ici, cet effecteur va simplement effectuer soit une position sur l'objet auquel on l'ajoute, soit une mise à l'échelle, soit une rotation. Et quand je dis soit, c'est pas forcément soit l'un, soit l'autre, ça peut être les trois. Ça peut être une position, une échelle et une rotation. Ça fonctionne très bien si on utilise les trois. Donc, voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, par défaut, il met 100 cm de déplacement sur l'objet vers le haut, sur l'axe Y. C'est pas ce que je veux, donc ici je vais mettre 0, et je veux qu'en fait que le 4, je vais sortir de la caméra, voilà, que le 4 soit un peu plus, je vais la cacher d'ailleurs la caméra parce que ça va me gêner, un peu plus en profondeur, on va dire qu'il soit ici. Donc le 4, je veux qu'il soit à 1000 cm sur l'axe Z. Tac, comme ça, un peu plus loin. Et à partir du moment où je fais ça, ici l'effecteur simple, je peux aller dans paramètres atténuation, et ici l'influence, si je diminue l'influence, ça diminue l'effet. Donc si je mets ça à 0, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'effecteur, et si je le mets à 100%, c'est l'effecteur a effectivement un effet à 100%. Donc ça c'est bien, ça va me permettre justement d'animer le 4, d'animer le caractère. Donc ici je le mets à 100%, je retourne sur l'effecteur simple dans paramètres. On veut qu'il y ait un peu plus d'impact. Alors en fait quand il est à 1000 cm sur l'axe Z, je veux aussi qu'il soit à une échelle de -1. Donc je coche ici échelle, je coche échelle uniforme, et ici je vais mettre -1. Ça va le faire totalement disparaître ce caractère. Voilà, il est complètement invisible. Pourquoi? Parce qu'en fait il a une échelle de -1, donc en dessous du 0. Et donc toujours ici, si je vais dans l'atténuation, je vais jouer avec l'atténuation, l'influence, on voit qu'il il vient au premier plan et il grossit en même temps, vu que l'échelle est influencée aussi par cette
par ce paramètre. Ensuite, toujours dans les facteurs simples, dans paramètres, je vais demander à ce qu'il y ait une rotation. Donc, je vais cocher rotation et je vais mettre une rotation, on va dire de 180 degrés sur les 3 axes, histoire que ça tourne un petit peu dans tous les sens. Voilà. Et donc là, toujours pareil, je vais dans l'atténuation, et si je joue avec l'atténuation, on a la lettre en fait qui tourne en même temps qu'elle va au premier plan. Donc ici, on a notre petit effet qui est réalisé. Je paf, comme ça. Donc on mettra une clé au début, on dirait que c'est à 100%, on avancera un peu dans la vidéo, on mettra une clé à 0% et on aura notre animation de fait. Donc là, c'est super. Je vais me laisser à 0% pour le moment. C'est super. Je vais repasser sur la caméra temporairement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais grouper le 4 et l'effecteur simple. Je vais les grouper, alors je vais mettre l'un à côté de l'autre, comme ça. Je vais les renommer, je vais l'appeler simple 4, pour savoir que c'est l'effecteur simple du caractère 4, et je vais les grouper. Je les sélectionne tous les deux, et je fais alternate G, pour créer un groupe, un neutre, et dedans il y a les deux éléments. Et ce neutre, je vais l'appeler 4. Voilà, 4. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, je vais le dupliquer pour obtenir les autres lettres, les deux autres caractères, le C et le D. Alors là, il y en a certains qui vont peut-être penser, mais pourquoi on le groupe? On peut tout à fait sélectionner le 4 et le simple, et puis faire des doubles. Oui, mais seulement si je fais des doubles simplement du simple et du 4, en fait, dans l'onglet lettres du mot texte, des doubles, ce sera toujours le même effecteur qui va être placé. Alors que si je les groupe avant et que je duplique le groupe, en fait, chaque lettre aura son propre effecteur. Si vous faites l'essai, c'est-à-dire que si vous faites des doubles sans les grouper avant, vous verrez tout de suite que ça ne fonctionne pas comme il faut. Alors que si on les groupe, ça va bien fonctionner. Donc je les ai groupés, je fais un double de la lettre. Voilà. On peut même d'ailleurs refermer et j'en fais encore un double. Tac. Alors un des doubles, on va le mettre au-dessus et je vais l'appeler C. Et à l'intérieur, on va aussi renommer ici l'effecteur simple 4, ici on va l'appeler simple C. Et la lettre ici on va l'appeler C. C. Et si on va dans les paramètres ici du mot texte C, on voit que c'est effectivement simple C. C'est-à-dire cet effecteur-là qui est repris là-dedans. Alors que si je les avais pas groupés, en fait, ça aurait été simple 4 ici, qui aurait été mis ici. Et donc, j'aurais eu qu'un seul effecteur pour contrôler les trois lettres, ce qui n'aurait pas été pratique. Donc, simple C, C et C, la 4, simple 4, 4, et la D, j'ouvre ça, simple D et D. Il faut aussi que je change le contenu des mots textes, donc je sélectionne le mot texte, je vais dans objet, et ici à la place de 4, ici c'est un D majuscule, et dans celui-là, c'est un C. Voilà. Et on va les repositionner correctement. Donc le D, on va le déplacer un peu par là. Et le C, on va le déplacer un peu par là. Comme ça, de manière à les positionner correctement sur le petit rendu. Oui, le C peut-être un tout petit peu plus décalé, peut-être. Presque rien. Histoire d'aérer un petit peu ici. C'est peut-être pas tout à fait centré, je sais pas trop. On va dire que c'est bien. On va dire que c'est bien. On est content. On va mettre un fond à ça. Alors, si vous suivez mes tutoriels depuis un bout de temps, vous savez que j'utilise souvent le même type de fond. C'est-à-dire, j'ajoute un arrière-plan et je mets un dégradé circulaire dessus. Donc, on change pas les bonnes méthodes, les méthodes qui gagnent. Ici, mon arrière-plan, j'ajoute une texture, je mets la texture dessus. On ouvre cette texture. Ici, je vais retirer la spécularité, c'est un arrière-plan, il n'y a pas besoin. Je vais dans couleur, et ici je vais ajouter un dégradé. Et j'ouvre ce dégradé, tac. On va changer le type de dégradé en 2D circulaire, voilà. Et puis on va inverser déjà ces deux poignées, donc clic droit là-dessus, inverser les nœuds, tac, ça inverse le truc. Et on va mettre ici du gris foncé, comme ça. Et puis ici, pas du noir, mais un gris foncé aussi, mais un petit peu moins. Comme ça. Ça va avoir quelque chose d'assez sombre pour que les lettres sortent bien.
C'est pas mal ça, c'est pas mal. J'aurais pu faire un peu plus foncé sur le... Peut-être encore parce que ça ressorte bien. Un petit peu plus comme ça. Ce que ça donne. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien, c'est pas mal. Le texte, il lui faut une texture aussi, donc on va aller chercher une texture. Je vais être dans la médiathèque, parce que dans la médiathèque il y a un peu de tout, donc on trouve toujours des choses. Je vais aller pas dans la prime, je vais aller dans la visualise. Alors vous cherchez un petit peu dans la médiathèque de votre cinéma 4D, vous trouverez plein de choses. Il y a toujours un dossier matériel quelque part, et puis dedans il y a des textures. Ici je prends une texture que j'aime bien, c'est celle-là, voilà, celle-là qui s'appelle Glass Opaline Polished. Normalement, comme je vais mettre ce fichier sur le blog à télécharger, le fichier C4D, vous pourrez le retélécharger, vous aurez donc les textures que j'ai utilisées exactement pareil dedans, hein, il n'y a aucun problème. Donc ça, je vais mettre ça sur les lettres, donc là-dessus, là-dessus, là-dessus. Alors peut-être au lieu de le mettre sur le groupe, je vais mettre directement sur la lettre. Voilà, tant qu'à faire. Normalement, c'est une texture paramétrique procédurale. Donc, je devrais pas avoir besoin de changer le type de projection. Ici, je crois que je peux laisser UVW, ça passera bien. Chose qui est pas bien ici, euh, ici, c'est que on n'a pas en fait d'effet de lumière sur les bords, parce que parce que c'est tout bête. J'ai pas mis de biseau, donc on va ajouter un petit biseau tout bête. Donc, je vais sélectionner en fait les trois caractères. Le C, j'appuie sur la touche CTRL, je clique sur le 4, je reste appuyé sur la touche CTRL, je clique sur le D. Voilà, ce qui me permet de sélectionner les trois. Je vais dans le couvercle ici, je vais mettre ici couvercle et biseau, et là, couvercle et biseau. On va mettre en étape, on va mettre 2 seulement. Et puis en rayon, on va mettre 1. Voilà. Ce qui permet d'avoir juste un tout petit biseau très très léger, qui permettra d'avoir en fait un petit reflet. Seulement pour qu'il y ait un reflet dans ce genre de texture, des textures avec un petit peu de réflexion, avec des arrondis, etc., il faut qu'il y ait un environnement. C'est-à-dire que là, si je sors de la caméra et qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a autour de ma scène, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire que je fais un rendu partout. Ici j'ai l'arrière-plan, mais s'il n'y avait pas l'arrière-plan, ce serait entièrement noir. Donc il n'y a rien à refléter là-dedans. Donc pour éviter ça, on va ajouter en fait un environnement. On va ajouter un HDRI. Donc la meilleure façon de faire, c'est d'ajouter ici un objet ciel. Alors je pourrais le faire directement dans la texture, ça éviterait des calculs inutiles sur les grandes scènes, mais ici là, il n'y a que les trois lettres. J'ai pas d'éléments qui n'ont pas besoin de cet HDRI. Donc je peux utiliser cette méthode. J'utilise un ciel donc, et puis sur ce ciel, je vais ajouter en fait une texture qui, qui aura dans son paramètre ici luminescence, qui aura une image HDRI. Alors je sais pas la créer cette texture, je vais la chercher dans la médiathèque, parce que dans la médiathèque il y en a. Si vous allez dans votre médiathèque Cinéma 4D, vous fouillez un petit peu dans les matériaux. Voilà, il y a sans doute un dossier HDRI. Si vous n'avez pas ça, vous regardez un petit peu dans mes anciennes vidéos, par exemple celle sur la bestiole, la deuxième partie de la vidéo sur la bestiole, une petite bestiole en poil qu'on avait fait avec le module R. J'explique comment on utilise les HDRI et en plus je donne des liens pour en télécharger sur DeviantArt. Il y a 2 packs, 2 ou 3 packs, 2 packs je crois. Donc vous pouvez en avoir assez facilement, puis sur internet il y en a plein. Donc là je vais simplement aller chercher un qui est fourni avec C4D, celui-là, parce que j'aime bien, il y a la lumière assez forte et il y a des ombres et des zones plus sombres, donc ça passe bien. Donc hop, j'ajoute ça ici, et ça je le mets sur le ciel. Seulement le ciel il englobe la scène, et donc quand je fais mon rendu, j'ai plus mon arrière-plan, j'ai le HDRI qui s'affiche. Ça c'est pas pratique, donc je vais cacher le ciel. Le ciel, je clique dessus, je fais un clic droit, propriété Cinéma 4D, j'ajoute un tag de rendu. Rendu, voilà. Et le tag de rendu, je le sélectionne, et ici je vais décocher la visibilité caméra. Donc la caméra ne va plus voir cet objet.
Donc quand je fais mon rendu, je n'ai plus donc le ciel qui est affiché. Seulement ce ciel, il n'est pas vu par la caméra, mais il est vu par le reste. Il est vu par exemple par les textures, il est vu par tout ce qui doit faire des réflexions, etc. Donc c'est plutôt bien. Je vais ajouter en fait, je pourrais ajouter de la lumière, mais ici on va pas trop s'embêter. Je vais ajouter en fait l'illumination globale. C'est pas toujours une bonne idée, mais ici ça va bien passer. Donc je vais dans les paramètres de rendu et je vais cocher ici, je vais ajouter ici dans les effets. Ah, faut que ça soit visible dans la capture. Normalement si je fais ça, ça devrait être bon. Ici, illumination globale. Je clique pour l'ajouter. Je l'ai ajouté. L'ajouter comme ça suffit pas, il faut régler quand même un petit peu les choses. Ici, ce qu'on fait, c'est une animation. C'est pas une image. Donc ici, le mode IG, je vais pas mettre image fixe, je vais mettre IR, animation caméra. Oui, tac. J'aurais pu en choisir un autre, mais ici, ça sera très bien. Si vous laissez image fixe et que vous faites votre rendu, en fait, vous risquez d'avoir en fait un très vilain effet de clignotement sur les textures. Parce qu'en fait, c'est pas conçu, si vous laissez image fixe, c'est pas conçu pour une animation. En mettant ici animation, ça passera bien, vous n'aurez pas ce petit effet de clignotement. Je vais dans cache des radiances et ici, échantillon stochastique, on va pas laisser à moyenne, on va mettre à basse, ce qui est largement suffisant. Et densité des enregistrements aussi, on va mettre à basse, ce qui est largement suffisant. Ça veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité qu'on demande, ça veut juste dire que l'on va pas demander à ce qu'il nous fasse quelque chose beaucoup trop lourd à calculer pour quelque chose qui est finalement assez simple. Donc là, si je fais mon petit rendu comme ça, là on a déjà un truc un petit peu mieux, c'est-à-dire que le HDRI fait son petit effet. Je vais retourner sur la caméra, petit rendu comme ça, et là c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce que ici on a effectivement notre petit effet de lumière ici. Les beurres sont pas si brillants que ça, mais c'est bien, il y a quand même un petit quelque chose. Bien, sans ce petit biseau sur les beurres, ça serait moins bien. Donc là on est pas mal. Seulement là, il n'y a pas d'animation. Alors que moi, je vous ai montré qu'on allait faire une animation. Ah, bon. Faut ajouter des clés d'animation, donc. On va ajouter des clés d'animation. Alors, on va dire qu'on va travailler sur 250 frames. Ce qui fait, si je me trompe pas, 6 secondes. 6 secondes d'animation, il me semble. Je vérifie parce que j'ai toujours un doute. Je travaille à... Ah non, c'est 150. Oui, 150. 150 frames. On va utiliser 150 frames et donc ça fait 6 secondes d'animation parce que je travaille à 25 images par seconde. Je travaille à 25 images par seconde et je l'ai spécifié partout. C'est-à-dire qu'ici, dans édition, dans préférence du projet, ici j'ai indiqué 25. À la base c'est 30. Moi je travaille en 25 images par seconde, ça permet d'avoir des rendus un petit peu moins longs et c'est très bien. Ensuite, c'est pas tout. Ici dans les préférences de rendu, dans sortie ici j'ai mis aussi 25. C'est important. Parce que si ici on laisse 29,97 je crois, et que là on met 25, en fait l'animation est faussée. Donc ici il faut que le chiffre qui est ici et le chiffre qui est ici soient en accord. Donc je mets 25 ici, je mets 25 ici, c'est parfait. Donc je vais travailler en 25 images par seconde. Je vais enregistrer aussi, je vais laisser Film QuickTime. Normalement il faut pas faire ça, normalement il faut mettre une suite d'images. Seulement là ça va être une animation assez courte, de quelques secondes. J'ai bon espoir que Cinema 4D ne plante pas en cours de route. Au niveau de l'encodage, je sais que ça va être correct, donc c'est bon. Donc je vais laisser ça comme ça. Et j'ai déjà spécifié où est-ce que je vais faire le rendu, donc pas de problème. Tout passe bien. L'anti-aliasing ici, je laisse au mieux 1.4, 1.1.4.4. Pas besoin de changer ça. J'ai déjà expliqué tout ça. Ici, j'aurais pu baisser ça, mais enfin, on va laisser. C'est pas grave, ça sera pas très long à rendre. Maintenant, ce que je vais faire, en fait, c'est donc l'animation. J'ai besoin d'animer quoi? D'animer ici, dans atténuation, dans des différents effecteurs, j'ai besoin d'animer ce paramètre-là. Comme ça. Tac. Je veux que qu'au début, alors je vais sélectionner les trois avec la touche CTRL, et je vais mettre à 100%. 100%. Je veux qu'on va dire à 50, à 50e frame, donc au bout de 2 secondes, vu que c'est 25 images par seconde, au bout de 2 secondes, ici, je dis à Cinema 4D, ce paramètre influence est à 100%. Donc j'appuie sur la touche CTRL, j'ai les trois
effecteurs simples de sélectionner, je suis dans le bon onglet, j'ai bien mis 100% ici, je suis bien la bonne frame, j'appuie sur la touche contrôle et je clique sur la petite icône qui est juste à gauche d'influence, comme ça elle est bien en rouge. C'est-à-dire que je place une clé d'animation pour ces trois paramètres, ces trois effecteurs, pour ce paramètre sur les trois effecteurs, je place une clé d'animation et je dis à la frame 50, c'est à 100%. Ensuite, on va aller à la frame, on va dire 80, ça sera suffisant. 80. Et à 80, toujours les trois effecteurs sélectionnés, à la bonne frame, ici je vais dire c'est à 0. Et je fais un contrôle-clic sur cette petite icône qui est devenue orange. Comme ça, elle redevient rouge, et donc j'ai placé une nouvelle clé d'animation. Je peux désélectionner, je peux faire lecture pour voir ce que ça donne. Voilà. Plusieurs problèmes. Plusieurs problèmes. D'abord, vous voyez que en fait, il y a un petit ralentissement. Je ne sais pas si ça se voit bien. Il y a un petit ralentissement quand les lettres arrivent au premier plan. C'est très léger, mais il y a un ralentissement. Parce qu'en fait, les clés d'animation ne sont pas linéaires, elles sont en mode spline par défaut. Ensuite, les trois lettres se déplacent en même temps. C'est pas ce que je veux. Je veux qu'il y ait d'abord le C, ensuite le 4, ensuite le D. Je vais ajouter du son dessus, donc je veux que ça fasse bang, bang, bang. Et pas juste bang. Donc, je veux que les trois lettres se déplacent pas en même temps, et je veux pas qu'il y ait ce petit ralentissement qui adoucit un petit peu l'animation. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre là, je vais ouvrir la ligne temporelle. C'est avec elle que l'on gère un petit peu tout ce qui est animation. C'est très important cette ligne temporelle. Donc on va ici dans fenêtre et ici ligne temporelle. Cette fenêtre, elle est très importante quand on anime. J'en ai pas encore beaucoup parlé, ça viendra à un moment donné. Ça presse pas. En foncé, c'est la zone qui correspond à ma scène, c'est-à-dire ici de 0 à 150, parce qu'on a dit que ça durait 150 frames. Ici, j'ai les éléments que j'ai animés dans la scène, l'effecteur simple C, simple 4, simple D, et ici, les clés d'animation, où est-ce qu'ils sont placés. Par exemple, simple C a une clé d'animation ici à la frame 50 et à la frame 80. Et pareil pour les autres, le simple 4 et le simple D. Donc je peux déjà les décaler. Je peux tout à fait dire le simple C c'est bon. Elles sont en orange ici, elles sont bien placées. Simple 4 qui passe en orange, je vais les décaler. Je vais décaler ça comme ça. Tac. Je peux décaler en cliquant sur la partie ici en haut assez facilement. Je peux les redimensionner aussi si je veux que ça soit plus court ou plus long. Mais là, je peux les déplacer comme ça. Et puis, simple D, je vais le déplacer aussi. On va le mettre ici. Tac. Alors, ici, 150, ça va me sembler juste, en fait, comme animation. Je vais mettre un peu plus. On va mettre plutôt 250, je pense. Je réfléchis. Alors, ou alors, je resserre un petit peu comme ça. Si je resserre un peu comme ça, tac, là ça laisse quand même peu de place sur la fin. Ou alors on va tout resélectionner et puis au lieu de commencer à 50, on va plutôt commencer à, on va dire à 30, histoire d'avoir un petit peu de place avant, un petit peu de place après pour la suite. Ce sera plus pratique dans le logiciel de montage pour vous montrer un petit peu le truc. Ouais, c'est pas mal là. Donc ici, en fait, un simple C commence à la frame 30 et s'arrête à la frame 50. Simple 4 va commencer donc à la frame ici, ça doit être la frame 59, 58. Et puis ici, il s'arrête à la frame un petit peu avant 90. Et simple D, pareil, il commence ici à la frame 86, je crois, et il s'arrêtera ici à la frame 115. Donc on va regarder ça. Maintenant, si je fais une petite animation, 1, 2 et 3. J'ai bien les trois éléments qui arrivent séparément. Mais il y a toujours ce petit ralentissement. Comment on peut changer ça, ce petit ralentissement, comment on peut le retirer? Je retourne dans ma ligne temporelle, et ici, en fait, je vais passer dans un autre type de vue. Là, je suis en mode de vue des images clés. Donc ici, dans Vue, je suis dans le mode clé. Je vais passer en mode F-Curve, ici. Mode FC. J'ai une icône ici aussi, pour passer là-dedans.
Suivant les versions de Cinema 4D, cette fenêtre a un petit peu changé, mais vous retrouverez les mêmes fonctions. C'est-à-dire que les menus vont peut-être pas être exactement les mêmes, les icônes seront pas les mêmes. Bon, ça, on s'y retrouve assez facilement quand même. Donc ici, moi je clique juste sur cette icône-là pour passer dans le mode des courbes, ou alors ici, je clique là-dessus sur le mode FC et je passe aussi dans le mode de courbe. Vous cherchez un petit peu dans votre fenêtre de ligne temporelle, si vous n'avez pas les mêmes icônes que moi, vous retrouverez les mêmes fonctions. C'est pas un problème. Quand je suis dans ce mode et que je sélectionne un élément qui est animé, tac, j'ai en fait la courbe de l'animation. C'est-à-dire que ici, euh, le paramètre est à 100% à cette frame-là, à la frame 30, et puis on voit qu'il descend lentement vers le 0% qui est ici, à la frame 60, qui est à 0%, on voit que ça va pas directement. Il y a un petit arrondi ici. Ce petit arrondi, c'est justement le petit ralentissement. Alors ici, c'est-à-dire que ça démarre lentement, ça descend très vite, et ici, ça ralentit un petit peu vers la fin. Et ça, on l'a sur les quatre animations. Donc je vais sélectionner ces effecteurs simples, j'ai mes courbes. Je vais maintenant sélectionner tous les points ici, tac, et ici j'ai une icône qui permet de passer en mode linéaire. Si vous n'avez pas cette icône ou si vous ne la retrouvez pas, vous faites juste un clic droit et vous avez ici aussi interpolation linéaire. À la place de spline, on peut sélectionner interpolation linéaire. La touche de raccourci, c'est alternate L. Donc je clique dessus et maintenant je n'ai plus ce petit arrondi, c'est directement des lignes. Et ça va éviter justement d'avoir ce petit effet d'arrondi. Donc mes clés sont pas bougées, mais seulement j'ai plus ce petit ralentissement. On regarde ce que ça donne. Et là normalement, tac, c'est un petit peu plus brutal au moment où ça arrive. Et ça c'est très bien, c'est ce qu'on cherchait. Donc on regarde, on va faire un petit rendu ici. Voilà, c'est pas mal du tout. Tac, comme ça. Tac, ici c'est quand c'est fini. Il n'y a que 150 frames. J'ai tout paramétré comme il faut normalement, ça enregistre dans le bon truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le rendu. Je vais sauvegarder forcément. Alors on va tout de suite sauvegarder. Fichier enregistrement incrémental. Ça permet d'enregistrer avec un autre nom. Enfin avec ça m'ajoute 0001 à la fin de mon nom de fichier. Et quand je refais enregistrement incrémental, ça va m'enregistrer sous le même nom, mais avec 0002, et ainsi de suite. Ce qui fait que si je veux revenir en arrière, ben, il me suffit de rouvrir un autre fichier avec un numéro plus ancien. Donc là, je lance simplement mon rendu. Voilà. Alors ici, ça c'est parce que j'avais déjà fait le rendu. Donc j'ai la prépasse qui se calcule, qui est reprise, c'est pas grave. Voilà, on fait ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure et on va se retrouver dans l'autre logiciel. Alors, je vais laisser ça calculer. Ça va aller assez vite. Il y en a pour 3 minutes peut-être. Et ensuite, donc on se retrouve dans... Voilà, ça commence à calculer. On se retrouve donc dans l'autre logiciel. Je vais vous montrer le site ou le télécharger. Je vais vous le présenter. Et puis on va l'utiliser pour ajouter du son. Euh, à moins que j'attende, peut-être pas faire de coupure et attendre la fin du rendu, ça a l'air d'aller assez vite quand même. J'avais dit 3 minutes, mais en fait c'est beaucoup plus rapide que ça. Tac, on regarde, parce que je suis déjà pratiquement à la moitié, et puis oui, ça va très vite. C'est parfait ça. Je vais peut-être réduire un petit peu la taille de la fenêtre. Voilà, histoire qu'on voit bien le truc. Donc on va attendre que ça finisse, tout bêtement. Et puis donc, ce qu'on va faire après, c'est utiliser un logiciel de montage pour ajouter donc du son, un son que j'ai pris dans une bibliothèque de sons que j'avais, mais vous pouvez en trouver plein sur internet, il n'y a aucun problème. On en trouve même des sons gratuits sur internet assez facilement et libres de droit. Et ça vous permet de sonoriser ce genre d'effet assez facilement. Un bruit de grosses caisses, par exemple, ou des bruits d'impact, etc. Il y a des tas de banques de sons libres pour beaucoup, que vous pouvez aller fouiller dedans et puis récupérer des fichiers sonores assez facilement. Donc ici on a notre... J'ai jeté un petit coup d'œil, voilà, ça a fonctionné bien, tac, 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 c'est parfait. On est presque arrivé à la fin. Oui, bah, 2 minutes, un peu plus de 2 minutes. J'étais pas loin quand je disais 3 minutes.
Donc on est à 25 images par seconde, ça fonctionne bien. Alors j'ai rendu mon animation en 1280 par 720. Euh, Forcément, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Le logiciel qu'on va utiliser permet d'ouvrir tous les formats, hein, quasiment tous les formats sans problème. Donc là, on arrive à la fin. Voilà, dernière image, c'est fait. On va faire lecture, voir ce que ça donne. Tac. Donc là, forcément, il n'y a pas encore de son. C'est ce qu'on va ajouter. Parfait. Ça, c'est sauvegardé. Je peux fermer. Ça, j'ai bien sauvegardé. Je refais encore une fois au cas où. Et donc, petite coupure. Et donc, on passe tout de suite sur le logiciel de montage vidéo. Nous voilà maintenant dans le logiciel que je voulais vous présenter. Il s'appelle Shotcut. Alors avant de voir un peu plus ici, on va tout de suite aller voir le site officiel de ce logiciel. Paf, le voilà, Shotcut. C'est pas Shortcut, c'est Shotcut, il n'y a pas de R ici. C'est un logiciel qui est gratuit. C'est un logiciel qui est gratuit, c'est un logiciel qui est open source et qui est multiplateforme. Donc c'est que des avantages pour le moment. Il est donc alors, je vais descendre un petit peu, on va aller dans Features, voilà. Alors voilà, il est donc, mais c'est pas ce que je voulais montrer, c'est ça, tac, dans Dunwide. Voilà, il est donc disponible sous GNU Linux, donc plusieurs distributions GNU Linux, Mint, Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, ici Arch Manjaro, celle-là je la connais pas. Ensuite, sous les ordinateurs Mac, sous OS X, il fonctionne aussi, c'est exactement le même logiciel sous OS X, et sous Windows, et tout ça en 64 bits à chaque fois. Et le source code, le code source est disponible aussi, vu que c'est de l'open source. Donc ça c'est très bien parce qu'en fait, imaginez vous êtes habitué à un logiciel dans Windows, un jour vous changez d'ordinateur, vous vous retrouvez avec un ordinateur avec un autre système d'exploitation parce que vous avez peut-être pris un ordinateur chez Apple, et donc vous êtes embêté parce que vous êtes obligé de rechanger tous vos logiciels. Sauf que tous les logiciels qui sont multiplateformes, bah, vous pouvez reprendre exactement le même. Donc ici, si vous habituez à l'utiliser sous Windows, le jour où vous changez de système d'exploitation, vous passez à du OS X ou à du GNU Linux, eh bien vous pouvez reprendre le même logiciel, vous avez vos mêmes habitudes qui ont cours, c'est-à-dire que vous pouvez toujours utiliser les mêmes fonctions, la même méthode de travail, aucun problème, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est très bien que ce soit open source. Ensuite, ici, c'est un logiciel qui gère le 4K, ce qui est pas négligeable, et qui utilise FFmpeg. Si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, vous avez dû déjà voir la vidéo où je parle de FFmpeg. FFmpeg, c'est un petit peu le logiciel, la trousse à outils magique de la vidéo. C'est-à-dire que ça permet d'ouvrir quasiment tous les formats vidéo et d'encoder dans tous les formats vidéo, de faire plein d'effets sur les formats vidéo. Donc c'est vraiment le truc génial, FFmpeg. Et ce logiciel-là, Shotcut, utilise FFmpeg pour ouvrir et enregistrer les vidéos. Donc ça lui permet d'ouvrir tous les formats vidéo que FFmpeg est capable d'ouvrir. Et croyez-moi, il y a beaucoup de formats vidéo. Et ça permet aussi d'enregistrer, d'exporter dans tous ces formats-là, toujours avec FFmpeg. En plus, ça permet d'ouvrir les images, donc BMP, GIF, JPEG, le SVG, le TGA, le TIFF, aussi bien en séquence d'images. Donc si vous avez fait votre rendu dans Cinema 4D en séquence d'images, ce que je conseille généralement, vous pouvez ouvrir cette séquence d'images dans Shotcut et elle sera vue comme une vidéo, ce qui est vraiment très bien. Ensuite, bon, il y a pas mal de choses. Ça permet aussi d'enregistrer l'écran. On peut enregistrer son écran avec. Alors, je l'ai utilisé qu'une fois et ça avait planté, mais c'était une vieille version. C'était une version plus ancienne. Il y a eu des mises à jour depuis et j'ai pas réessayé parce que j'ai un autre logiciel pour ça. Mais je sais qu'on peut le faire. Après, est-ce que c'est stable ou pas? Est-ce que c'est utile ou pas? Faut voir. Ça enregistre la webcam, ça enregistre le son aussi, si vous voulez enregistrer au micro. Ça supporte le 4K. Ensuite, pour le live aussi, je crois. Alors, je sais pas trop ici, j'ai pas testé les fonctions réseau, mais enfin, il y a des fonctions réseau. Il y a pas mal de fonctions ouais, au niveau du son, on peut gérer le volume, on peut gérer la balance,
le gain, oui, on va ajouter du délai, de la reverb, etc. On peut ajouter des fondus au niveau du son, fondu enchaîné. Ensuite, au niveau de la vidéo, il y a aussi plein d'effets. On peut même avoir des effets en HTML5. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir un effet sur une page web et utiliser cette page web comme effet sur votre vidéo, ce qui est vraiment sympa. Ensuite, vous voyez, il y a aussi des fondus, fade in, fade out, pour l'audio, comme j'ai dit, et pour la vidéo. Il y a différentes transitions. Alors, franchement, les transitions, c'est le genre de truc que je trouve toujours un petit peu inutile dans les vidéos, dans les logiciels de montage vidéo. Pas parce que c'est inutile, mais c'est que ça fait un peu cheap, généralement c'est pas beau. Disons que ça fait trop amateur. Donc généralement je les utilise pas. Ici, il y a quand même des effets de transition, c'est bien. Même si ces effets, en fait, je déconseille un peu de les utiliser parce que quand on fait une transition entre deux vidéos avec ces effets de transition, en fait, quand on veut retirer la transition, on est très embêté, il faut réimporter les deux vidéos qui ont été utilisées pour faire la transition, il faut les remettre. Parce que en fait, il y a une partie qui est détruite dans la transition, et puis pour l'instant, on peut pas retirer trop facilement une transition. Mais le logiciel est très jeune, donc ce genre de choses, ça va évoluer. Avec le temps, on pourra le faire facilement, donc c'est pas trop un problème. Mais bon, il y a plusieurs effets de transition avec des dégradés, etc. Ensuite, plusieurs modes de fondu de superposition, comme dans la plupart des logiciels. Des filtres vidéo, par exemple du flou, pour ajouter de la brillance. Ici, le chroma key, c'est-à-dire les fonds verts, par exemple, si vous voulez retirer un fond vert, il y a plusieurs niveaux. Il y a le mode avancé, le mode simple. On peut jouer avec les contrastes, avec les couleurs, les effets de glow, inverser les couleurs. Oui, il y a pas mal de choses. Il y a même des petits effets de vieux films, par exemple. Ajouter du grain, des, des, des rayures, ajouter un effet sépia, ce genre de choses. Il y a pas mal de petits effets supplémentaires comme ça. Ensuite, pas mal d'outils d'édition. On peut muter toute une piste, c'est-à-dire couper le son. C'est du multitrack, c'est-à-dire qu'on peut ajouter plusieurs pistes vidéo, plusieurs pistes audio, et ça c'est vraiment très bien parce que la plupart du temps, quand on a un logiciel de montage vidéo qui est gratuit, il ne propose pas généralement le multitrack, c'est-à-dire que on a souvent une piste vidéo, des fois on a une piste supplémentaire pour ajouter un effet, une piste pour ajouter des sous-titres, et puis peut-être deux, trois pistes pour le son, et c'est tout. Je veux pas citer le nom de logiciel particulier, mais ceux qui utilisent Windows Movie Maker savent de quoi je parle. Ensuite, si on veut vraiment travailler bien dans un montage vidéo, il faut pouvoir ajouter plusieurs pistes vidéo pour les entasser les unes au-dessus des autres. Pareil pour les pistes son, pour pouvoir en ajouter autant qu'on veut. Et vraiment, vraiment on est limité avec les logiciels gratuits. Ici, c'est un logiciel gratuit open source qui permet de le faire sans aucun problème. Donc c'est vraiment un très très bon logiciel, je trouve. Ensuite, il est cross-platform, comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'il fonctionne sous Windows, sous OS X, sous GNU Linux, ce qui est vraiment vraiment très bien. Il gère le multiscreen, c'est-à-dire si vous avez plusieurs écrans comme moi, vous pouvez tout à fait afficher sur un écran le rendu et puis sur l'autre écran tous les paramètres, etc. C'est plutôt pas mal. Sauf que moi là j'ai été obligé de tout réduire pour la capture, mais bon, normalement j'ai une fenêtre plus grande que ça. Et Hardware Super, il supporte en fait des petites choses en plus. Ensuite, il y a un forum, et pour y participer sur ce forum, il faut avoir fait un don pour soutenir le logiciel. Seulement, vous trouverez en fait sur internet des listes de discussions qui en parlent. Il y a pas mal de tutoriels aussi sur YouTube. Ici, il y a quelques tutoriels qui sont disponibles. Euh, mais sur YouTube, vous verrez qu'il y en a un petit peu plus. Certains proposent des tutoriels payants, mais c'est vraiment pas nécessaire. Disons qu'il est vraiment très simple à utiliser. Ensuite, c'est un logiciel jeune. Alors ici, on peut aller voir, tac, la roadmap.
c'est-à-dire tout ce qui est prévu par la suite. Alors, il y a des corrections de bugs qui sont en attente, qui vont être des bugs ou des oublis, des fonctions qui ont été demandées. Et puis en fait, il y a tout ça, c'est tout ce qui est prévu d'être ajouté en fait au logiciel dans le futur. Donc ici par exemple, Keyframe Filter Parameter, c'est-à-dire pouvoir mettre des clés d'animation sur les paramètres, des effets ajoutés aux vidéos. Par exemple, d'avoir un effet sépia qui apparaît progressivement. Pour l'instant, on peut pas encore le faire, mais ici, vous voyez que c'est prévu de pouvoir ajouter des clés d'animation sur les effets. Et ça sera très bien parce que ça va placer Shotcut au niveau des autres logiciels de montage vidéo qui eux sont payants. Ça, il y a aussi prévu la possibilité d'annuler les filtres, d'inverser une vidéo par exemple. Tout ça c'est pas encore faisable, mais c'est prévu. Ensuite, vous voyez qu'il y a pas mal de choses, des marqueurs. Le fait, j'ai vu ici, d'ajouter des sous-titres, c'est prévu aussi d'être ajouté dans le logiciel. Ça sera très bien ça. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais bon, ça viendra. Il y a plein de petites choses comme ça. Et puis ceux qui ont fait un don peuvent proposer justement des fonctions aussi euh, sur le forum d'ailleurs, je crois. Mais c'est vraiment un logiciel qu'il faut suivre de près. Parce que en fait, ça c'est un logiciel qui est gratuit, qui est téléchargeable gratuitement sur Internet, qui est open source. La dernière version ici, c'est la 16.06.08, je crois. Je vais vérifier. Tac. 16.06.08. C'est ça. Donc ça, c'est la dernière version en date, au moment où je fais le tutoriel, là, où je fais cette vidéo. Mais si on regarde un petit peu ce qu'on a à la place de celui-là, si on veut utiliser autre chose, si on veut pas utiliser Shotcut, qu'est-ce qu'on a comme solution? Il y a quelques logiciels qui sont payants et qui proposent une version gratuite de leur logiciel, mais généralement c'est très limité. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions en moins. Et souvent c'est juste pour être utilisé dans le domaine vraiment familial, c'est-à-dire pas pour faire des gros projets pro. Ensuite, on a des logiciels qui sont fournis avec des systèmes d'exploitation. Par exemple, dans Windows, c'est Windows Movie Maker, qui, à mon avis, est pas bon. C'est pas un bon logiciel. Après, il y en a qui l'utilisent, mais il y a beaucoup trop de lacunes dessus pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose de bien avec. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre logiciel? Il y a Vegas, il y a Sony Vegas. Sony Vegas, c'est le logiciel que j'utilisais jusqu'ici, et j'utilisais une version 8, Sony Vegas 8 Pro, alors que la dernière version, c'était Sony Vegas Pro 13. Si je me trompe pas, c'est la dernière version. Vous voyez qu'elle est pas donnée, hein. Elle est pas donnée, même la mise à jour est pas donnée. Euh, et Sony Vegas, c'est bien, mais seulement à chaque fois que la technologie avance, bah il faut se mettre à jour. C'est-à-dire qu'il faut réacheter la mise à jour ou il faut faire quelque chose, il faut faire une grosse mise à jour à chaque fois si on veut réutiliser les nouvelles fonctions parce que tout n'est pas toujours disponible dans la version, dans les mises à jour. Donc là on est un peu embêté, Sony Vegas c'est bien, c'est pratique, c'est simple, c'est facile à utiliser, ça permet de faire plein de choses, mais seulement c'est payant et c'est pas donné. C'est pas donné quand on veut juste faire des petites fonctions, des petits montages vidéo et qu'on n'a pas besoin de toutes les fonctions, euh, on est un peu embêté de devoir payer aussi cher pour en fait utiliser qu'un quart du logiciel. Ensuite, il y a Adobe Premiere. Adobe Premiere, c'est un très très bon logiciel, mais il est cher. Seulement avec le Creative Cloud, maintenant on peut le louer. C'est-à-dire que à ici presque 24 € par mois pendant un an, on peut avoir Adobe Premiere. C'est ce qui est très bien. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin en fait d'acheter une grosse licence pour l'utiliser, si vous l'utilisez que pendant un an, par exemple, parce que vous savez que vous allez en avoir besoin, on peut, avec le Creative Cloud, aller prendre seulement le logiciel qu'on a besoin, ou toute la suite, si on a besoin de toute la suite, si on a besoin d'After Effects, de Photoshop, etc. On peut aller payer un petit peu sur Adobe, puis juste louer le logiciel à la place d'acheter la licence. Ce qui permet de faire beaucoup d'économies, mais seulement Adobe Premiere, c'est vraiment le gros truc, c'est l'usine à gaz. C'est-à-dire que le temps que vous vous y habituez, que vous sachiez bien l'utiliser, bah vous auriez aussi vite fait d'utiliser Shotcut et de faire votre vidéo avec,
plutôt que d'utiliser un truc qui va avoir plein de fonctions, que vous allez être un peu perdu, et que vous allez mettre 2 fois plus de temps à faire un petit montage vidéo parce que la fonction que vous cherchez, elle est un petit peu cachée derrière les autres qui sont plus mises en avant. Donc ça peut être embêtant. Donc on évite un petit peu ces gros logiciels et puis on retourne sur quelque chose de plus basique, de plus simple, mais qui finalement est très bien, qui évolue très rapidement parce que les mises à jour ont quand même suivi pas mal ces derniers temps, et puis qui est encore prévu d'évoluer, vu que ici j'ai bien montré dans la roadmap, il y a pas mal de fonctions qui sont prévues. Ensuite, qui a déjà pas mal de fonctions, et puis et qui est gratuit, c'est-à-dire que ça vous coûte rien de l'essayer. Même si vous ne l'aimez pas après, de toute façon, vous pouvez tout simplement le télécharger, l'essayer. Si ça vous plaît pas, bah vous pouvez le retirer, et puis il n'y a aucun problème. Et si ça vous plaît, bah vous pouvez le garder. Et puis vous-même, vous pouvez juste le mettre de côté, ou juste garder le lien dans un coin, et puis vous dire, si un jour j'ai besoin, bah je sais qu'il y a ce logiciel-là. Donc ça, Shotcut, moi je trouve que c'est un excellent logiciel. On va voir un petit peu comment il fonctionne. Il fonctionne de manière assez simple. C'est-à-dire que ici, comme tous les logiciels de montage vidéo, on a ici une zone dans laquelle on va mettre nos vidéos. Ça va être notre timeline, la ligne de temps. Les vidéos vont être mises ici, puis dans des pistes vidéo, et puis dessous on aura des pistes audio, et dans les pistes audio on aura aussi des fichiers qui vont s'y mettre. Ici on a une zone qui correspond en fait à l'affichage de la vidéo sur laquelle on travaille, mais aussi des vidéos qu'on va charger dedans, dans le logiciel. Normalement cette fenêtre-là n'y est pas. Logiquement c'est comme ça quand on ouvre le logiciel la première fois, je crois. Et ça peut s'ajouter simplement en allant dans affichage et ici tâches. Tac. Ici, c'est les tâches qui seront en cours, c'est-à-dire quand vous allez encoder une vidéo, ça sera indiqué ici. Ça sera indiqué que l'encodage l'export est en cours et puis il y aura un pourcentage. Moi, j'aime bien l'afficher, mais on n'est pas obligé de le mettre. Ici, c'est pour le son, cette petite colonne-là. Quand j'ajoute une vidéo là-dedans, ici, j'ai un niveau qui m'indique le niveau sonore de ma vidéo. Ici, j'ai liste de lecture, propriété, filtre et exporter. Il n'y a pas tout ça à la base. À la base, je crois qu'il n'y a que propriété et peut-être liste de lecture. Tout ça, ça s'ajoute simplement en cliquant ici sur les icônes ou alors en allant ici dans affichage. Et puis ici, on peut cliquer sur les éléments. Par exemple, si je ferme la liste de lecture, les filtres et le exporter, voilà, j'ai juste propriété. Je peux tout à fait les rajouter en cliquant ici sur liste de lecture, ça me l'ajoute, sur filtre et sur exporter. Et ça m'ajoute les onglets assez facilement. Quand je vais ajouter en fait des éléments dans mon projet, dans mon montage vidéo en cours, je peux les ajouter ici dans la liste de lecture. Et donc ici, je vais avoir en fait toute une liste des éléments sur lesquels je vais pouvoir travailler. Nous, ce que l'on veut, c'est ajouter donc notre petite vidéo qu'on a fait, le petit rendu Cinema 4D. Alors je vais l'ouvrir. On va l'ouvrir dans Media Player. On va l'ouvrir comme ça. Tac. Voilà ce que c'est. C'est le rendu qu'on vient de faire dans Cinema 4D. Il n'y a pas de son. C'est juste petite animation. Et j'ai mis de côté un fichier son. Un fichier audio. Voilà, Hard Kick Drum 02 qui donne ça. Voilà, on peut leur jouer. Normalement, j'enregistre le son du PC, donc normalement vous devriez l'entendre. Voilà. Donc ce petit son-là, on va l'ajouter en fait sur notre vidéo. Donc comment je vais faire ça? Je vais d'abord ajouter ma vidéo là-dedans. Donc je vais là où j'ai mis mon rendu C4D, et je vais simplement faire glisser ce rendu ici sur Shotcut. Ça me permet ici d'ouvrir un petit peu comme un visualiseur ma vidéo. Vous voyez que ici j'ai petite ligne de temps, j'ai des fonctions pour faire lecture et pause, etc. Pour venir à 0, refaire lecture, on peut mettre pause. Je peux faire des coupes ici si je veux déjà. Je pourrais tout à fait faire des coupes, mais je veux la vidéo complète. Donc je vais garder cette vidéo complète. Je vais ici dans liste de lecture et je vais cliquer sur le petit plus qui est là. Ce qui va faire que cette vidéo-là va s'ajouter là.
Si je veux, je peux aussi aller dans propriétés. Et cette vidéo-là, ce sont ces propriétés qu'on a ici. On voit que c'est une vidéo time, elle a 25 images par seconde, on a la vitesse, etc. La durée, elle dure 6 minutes et 6 secondes et 6 secondes 2.01. Ensuite, le mode de balayage, etc. On a tout, le ratio de l'image, le format RGB24, etc. On a tous les trucs. Et ici, on a audio. Là, je peux pas y aller parce qu'il n'y a pas de son sur cette vidéo-là. Mais s'il y avait du son, je pourrais aller dans audio et puis sélectionner une piste son s'il y a plusieurs pistes son. Et dire, je veux seulement la vidéo avec cette piste son-là. Donc ici, il n'y a pas, donc j'ai pas à m'en occuper. Je vais directement dans liste de lecture et je clique sur le petit plus qui est ici. Ce qui fait que cette vidéo-là sera ajoutée là-dedans. Tac, elle est ajoutée là. Rendu ckd.mov, entrée 000, durée 6 secondes et quelques, et ça commence à 000. J'aurais pu demander à ce que ça commence à partir d'un autre endroit, à partir de 2 secondes seulement. Ici, j'ai demandé à ce que ça commence dès le début. Donc ici, j'ai ma vidéo d'importer, et là, elle n'est pas encore dans ma timeline. On va réduire un petit peu la fenêtre comme ça. Je vais peut-être fermer la barre des tâches temporairement, histoire de gagner un peu de place. Parce que normalement, j'affiche ça en grand sur l'écran. Comme j'ai 2 écrans en plus, je m'organise un peu mieux. Ici, pour la capture, j'étais obligé de tout réduire. Donc ici, cette vidéo-là, je veux la jouer dans ma timeline. Donc je peux simplement la prendre ici et la faire glisser là. Je peux aussi la sélectionner ici et cliquer sur le petit plus qui est ici, ça va me l'ajouter là. Pareil. Ou alors, je peux ici cliquer avec l'autre bouton de la souris, un clic droit, et faire Add Video Track, ajouter une piste vidéo. Ça va m'ajouter une piste vidéo dans laquelle je vais pouvoir mettre cette vidéo-là. Alors, quelle méthode je vais utiliser? On va simplement la sélectionner puis faire le petit plus qui est ici. Voilà, ça l'ajoute. Alors, vous voyez que comme ça dure que 6 secondes, c'est tout petit ici. Seulement là, j'ai un petit slider. Je vérifie qu'on le voit bien dans la capture. Est-ce qu'on le voit dans la capture, le petit slider? Oui, on le voit bien. Ici, j'ai un petit slider. Je peux le glisser d'un côté pour zoomer ou dézoomer. Et là, j'ai besoin de le faire glisser de ce côté-là pour avoir la vidéo un peu plus grand. Donc ici, on a zoomé en fait sur la piste. Ça, en fait, c'est le zoom de cette partie-là. Ça ne l'a pas agrandi, ça fait toujours 6 secondes, mais j'ai zoomé sur la piste. Ici, on peut, si on veut, faire un clic droit et faire ici. Alors, il faudrait qu'on voie mieux ça. Comme ça, ici, clic droit. On a ici Make Track Taller, qui les affiche en plus grand pour avoir des vignettes plus grandes, ou ici Make Track Shorter pour les avoir en plus petits. Ici je les laisse en plus petits parce que dans la capture j'ai déjà pas beaucoup de place. Donc ici j'ai ma vidéo qui est affichée, et ici c'est pas le fichier vidéo que je viens de faire glisser, c'est bien celle-là maintenant qui est affichée. C'est-à-dire que ici j'ai une petite ligne qui m'indique où est-ce que je suis dans l'animation. Si je clique ici par exemple, je suis à cet endroit-là. Si je clique là, je suis à cet endroit-là. Je peux me déplacer comme ça en restant cliqué. Ou alors j'appuie sur la touche majuscule et je déplace la souris. Ça permet de déplacer en fait comme ça rapidement dans la ligne de temps et de voir exactement à quel moment, paf, je veux mettre le fichier son. S'il y avait eu du son sur cette vidéo, j'aurais ici en bas un graphique en fait du son. C'est-à-dire qu'on verrait ici qu'il y a du son. Ici j'ai des petites icônes. Le M permet de rendre muet la piste audio de la piste. C'est-à-dire que ici, si j'avais eu du son, en cliquant là-dessus pour que le petit M soit en bleu, on n'aurait pas entendu le son. Et en décochant, la piste n'est pas muée, s'il y a du son, on l'entend. Ici, le H, c'est pour cacher la piste. Donc si je coche ça, vous voyez qu'ici, ça ne s'affiche plus. Je le remets. Ici, le petit C, c'est composite. C'est les pistes de composition. Par exemple, si vous avez une autre piste vidéo en plus, que vous allez mettre au-dessus, par exemple, et il n'y a pas de fond. Vous avez utilisé de l'alpha. Vous avez fait un rendu Cinema 4D sans fond. Dans ce cas-là, ce petit C, vous le cochez. Il est coché d'office quand il y a plusieurs pistes vidéo. Et dans ce cas-là, l'élément qui est transparent
est effectivement transparent dans cette vue-là. Si c'est pas coché, le transparent sera en noir. Et le L, c'est pour locker la piste, c'est-à-dire qu'après on ne peut plus la modifier par erreur. Et on reclique sur le L pour de nouveau la modifier. Donc là, ce que je veux, moi, c'est ajouter du son. Donc il faut que je charge dans le logiciel le fichier son que j'ai mis de côté. Donc je vais aller chercher audio et je le fais simplement glisser sur le logiciel. Tac. Ça me l'a ajouté. Et là, je clique sur le petit plus pour l'ajouter dans la liste de lecture. Tac, ça me l'a ajouté ici dans la liste de lecture. Maintenant, il faut que je l'ajoute en fait dans ma vidéo ici, dans ma ligne de temps, dans mon projet de montage, au moment où, alors si j'appuie sur touche majuscule et je déplace la souris, je peux me caler pile au bon endroit, au moment où le C vient percuter comme ça. Paf, juste ici. Donc comment je peux faire ça? Je vais ajouter simplement une piste son. Donc ici, on fait un clic droit et je fais Add Audio Track. Ajouter une piste son. Ça m'ajoute une piste son. Je peux les renommer d'ailleurs ces pistes. Ici on va renommer ça en rendu. Alors là, comme j'ai bêtement, voilà, tac tac, rendu C4D. Voilà. Et ensuite, il faut faire entrer. Et ensuite, ici, je pourrais renommer ma piste son, mais je vois pas en quoi je pourrais la renommer. C'est très bien comme ça. Donc, je sélectionne ma piste son. Ici, mon fichier. Ici, je vais simplement le faire glisser dessus. Tac. Ça me l'ajoute ici. Vous voyez qu'ici, on voit le fichier sonore, à quoi il ressemble. Si je fais lecture en appuyant sur la touche espace, parce que la touche espace permet de faire lecture. Alors, là. Oui, j'y arrive bien. Ah, là, voilà. Quand je fais ça, on entend bien le son qui se joue. Je me remets là, on fait lecture. Paf, vous voyez qu'on entend bien le son qui se joue. Normalement, on doit l'entendre parce que j'enregistre le son du PC. Donc, ce son-là, je peux le déplacer. Je peux le mettre où je veux. Je peux le mettre à la fin, par exemple. Comme ça, il se jouerait qu'à la fin. Là, il se joue là. Tac. Seulement, c'est parce que je veux. Moi, je veux qu'il se joue au moment où le C vient percuter. Donc, pile ici. Tac, juste là. Donc, je le déplace ici. Alors, ici, il y a un petit moment avant où le son est trop bas. Donc en fait, il faut que je le déplace un peu. Mais seulement là, je peux pas le déplacer plus parce que il vient se magnétiser, en fait, il vient s'aimanter sur la ligne qui est ici. Parce que ici, la petite icône qui ressemble à un aimant, toggle snapping, c'est justement le magnétisme. Donc il faut que je décoche cette icône pour pouvoir ensuite le déplacer correctement. Donc là, je peux le déplacer de manière à ce que ça soit mis comme ça. Voilà. Et là, je peux remettre ça si je veux. Je veux oui, je vais le laisser pour le moment. Donc là, normalement, c'est pile quand le C arrive au premier plan qu'on entend le son. Voilà, parfait. Il faut que je fasse la même chose pour le 4 et le D. Alors, je vais pas utiliser la même piste de son parce que ça va se chevaucher. Je pourrais, hein, mais ça va être un peu chiant, je vais faire ça proprement. Donc ici, je vais ajouter une autre piste de son, audio track. Voilà, une deuxième. Et j'ajoute aussi mon fichier son dessus. Et je vais aller voir où est-ce que le 4 vient percuter. Alors, pile ici. Et je place ça pile au bon endroit. Je désactive l'aimant. Je vais me placer correctement. Voilà, on va dire comme ça. C'est très bien. J'ajoute encore une piste audio, une piste son, une troisième, et je mets encore mon fichier son et je vais voir où est-ce que le D vient frapper. Il vient frapper pile ici. Tac. Je place mon fichier son dessus. Voilà. Vous voyez que ici, comme ça déborde un peu, ici le logiciel m'a automatiquement rajouté un bout. On peut couper après si on veut, mais bon là je vais laisser ça comme ça. Donc là si je fais lecture, normalement j'ai les trois sons qui se jouent bien comme il faut. Tac, tac, et tac. Parfait. Et ça c'est parfait. Quand on a notre fichier comme ça, bah c'est bon, on a fini le truc. Alors ici ce que je vais faire, c'est que je vais couper la partie qui dépasse. Je vais reprendre en fait pile le bon moment. Alors, on peut se déplacer avec les flèches aussi si on veut. Je vais me mettre pile ici.
Là, le son est en rouge, vous voyez qu'il est sélectionné parce que j'ai cliqué dessus. Je vais simplement appuyer sur la touche S ou alors je clique sur cette icône. Là, la touche de raccourci, c'est la touche S, qui permet de couper en fait un élément. Donc, si j'appuie sur la touche S, tac, ça me coupe un élément. Et là, je peux supprimer cette petite partie-là qui était en trop. Donc là, normalement, c'est parfait. C'est parfait. Mon montage vidéo est fait. Je peux rajouter un truc en plus si je veux, parce que j'avais envie de vous montrer un petit peu quelques effets. Donc je peux ajouter par exemple une autre piste vidéo. Ici je fais un clic droit et je fais Add Video Track. Ça sort un peu de la capture. On va essayer de faire en sorte que ça soit mieux. Ici Add Video Track. Tac. Ça m'a ajouté ici une piste vidéo supplémentaire. Et vous voyez que le C est coché par défaut, parce que c'est une piste de composition, c'est une piste qu'on va rajouter par-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter dessus, juste en début ici, je vais ajouter, comme je fais sur mes vidéos tuto, un petit bandeau, un petit onglet qui donne l'adresse du blog. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà l'image. Voilà. Tout ce qui est en gris, c'est du transparent. Donc vous voyez qu'il n'y a que cette partie orange ici. Et toute la partie en gris ici, c'est du transparent. Ça fait 1280 par 720, c'est tout transparent, sauf cette petite bordure là, ce petit onglet avec le titre l'adresse du blog. Et donc ça, je veux l'ajouter. Donc c'est une image, mais le logiciel peut tout à fait lire les images, vu que c'est FFmpeg qui lit tout ça. Je l'ajoute ici, ça me l'ouvre. La partie transparente ici est en noir. C'est pas grave, le logiciel sait que c'est du transparent. Je peux mettre pause. Et donc je vais ici dans la liste de lecture et je clique sur le petit plus. Ça me l'ajoute ici, et ça je le mets sur ma piste numéro 2. Tac. Je vais le ramener tout au début, comme ça. On peut ici se mettre au beurre, et puis réduire comme ça la durée du truc. Je veux que ça aille à peu près jusqu'ici. Voilà, pas plus. Donc je peux ensuite déplacer le marqueur de lecture ici. On voit qu'en fait ici ça l'a bien ajouté comme il faut. Si je décoche le petit C ici, tac, la transparence n'est plus prise en compte. Donc ici c'est du noir. Si je coche le petit C, tac, la transparence est prise en compte et effectivement ici on voit bien la piste qui est en dessous. Ça c'est bien, j'ai ajouté ça, mais bon, si je me mets au début, ça s'affiche brutalement et puis en fait ça se ferme brutalement aussi. J'aimerais qu'il y ait un petit fondu enchaîné. C'est tout bête, j'ai juste à cliquer sur le clip ici. Et puis je vais ici dans filtre, dans l'onglet filtre, qu'on a ici aussi. Donc je vais dans filtre, et ici on a tous les filtres qui sont disponibles. J'ai juste à cliquer sur le petit plus qui est là, et puis ici j'ai un déroulant, un menu, qui contient tous les filtres disponibles dans le logiciel. Ici, la petite étoile, c'est tous ceux qui sont mis en favori. Ils ont une petite étoile en blanc, ils sont en favori, ceux qu'on veut utiliser peut-être le plus souvent. Ici, le petit écran d'ordinateur ou d'écran de télévision, c'est tous ceux qui sont liés à la vidéo, tous les filtres vidéo. Et ici, qui ressemble plus à une prise jack, ce sont tous les filtres audio. Voilà. Et si on veut mettre un filtre en favori, ben, il suffit de cliquer sur la petite étoile pour qu'elle soit blanche et elle passe en favori. Et si on reclique dessus, on la retire des favoris. C'est le truc tout basique. Donc qu'est-ce que je peux ajouter comme filtre ici dans les filtres audio? Je vais ajouter un fondu en entrée et un fondu en sortie. Donc ces deux-là. Fade in vidéo, ça me l'a ajouté. Et le deuxième, fade out vidéo. Ça me l'a ajouté aussi. Si je fais ça, ça va pas marcher comme je veux. Parce que vous voyez que ici c'est en noir. C'est en noir parce que il y a un réglage à faire. Ici c'est un fondu vers le noir par défaut. Donc il faut que je clique ici sur Fade in vidéo et que je coche ici ajuster l'opacité à la place de faire le fondu vers le noir. Tac. Et donc là c'est l'opacité qui sera utilisée pour faire le fondu. Et je fais pareil avec le Fade out vidéo. Je coche ici aussi. Et maintenant si je fais lecture, si je me déplace ici, tac, ça fait effectivement un fondu de la transparence vers l'image et de l'image vers la transparence. Donc, en appuyant sur la touche majuscule, on peut voir ça plus en détail, comme ça, plus lentement, c'est parfait. Et là, pareil,
On peut ici jouer avec la durée. Je l'ai fait comme ça. On peut retirer les effets vidéo assez facilement. Je peux taper, cliquer dessus et faire le petit moins ici pour supprimer un effet. Je peux juste simplement ici décocher pour retirer temporairement un effet, le désactiver en le laissant. Ça peut être intéressant. Ici, je peux le retirer complètement. Là, j'ai tout retiré, il n'y a plus de fondu. Maintenant, j'aimerais quand même remettre le fondu. Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais ici sur le beurre et il y a une petite... Voilà, c'est un petit rond comme ça. Un petit rond qui clignote. Je clique, je reste cliqué, je me déplace. Et là, je peux créer un fondu comme ça. Ça m'a ajouté automatiquement le fondu vidéo et le fondu audio en même temps. Tant qu'à faire. Je peux faire là aussi. Comme ça, je peux le faire plus visuellement. Tac. Et puis ici, après, je vais cocher cette petite icône. Le fondu audio, ici, il n'y en a pas, donc là, je vais les retirer, les fondus audio. Voilà. Et donc là, en fait, j'ai la même chose, sauf que je l'ai fait d'une façon différente, plus... comment dire, plus instinctive en fait, juste en cliquant sur le beurre et en me déplaçant. C'est un truc tout bête. Donc là, on regarde ce que ça donne. Hop, hop. Ça va peut-être un peu vite. Il faudrait peut-être que le fondu soit un peu plus long. Alors ce que je peux faire, c'est l'allonger comme ça. L'allonger un peu, tac. Et puis là, pareil, l'allonger un peu. Comme ça. Voyons ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. Là, ça reste pas très longtemps, donc on va peut-être allonger un peu la vidéo. Ça va rester plus longtemps à l'écran. Tac. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon, c'est pas top top. On peut le faire aller jusqu'au bout, tant qu'à faire. Peut-être. Comme ça. Tac, tac, et tac. Et un fondu après. On peut faire le fondu encore plus long, etc. On peut tout à fait retirer ça, etc. Il n'y a aucun problème. Donc ici, on a plein de fondus. Alors celui-là, je vais retirer. Les fondus audio, c'est pas besoin. Ici, j'ai bien coché comme il faut. Ici, on peut ajouter donc plein de filtres. On va en voir d'autres après avec une autre vidéo. Et ensuite, quand on est satisfait, on va ici dans exporter. Voilà, dans exporter, ici, personnaliser le tutoriel YouTube, ça, c'est moi qui l'ai ajouté. On peut, juste avec le petit plus ici, ajouter nos propres réglages. Mais sinon, par défaut, vous avez tous ceux qui sont là. Tout ça, c'est tous les formats dans lesquels vous pouvez exporter, en sachant que tout ça, c'est personnalisable. C'est-à-dire que ici, vous pouvez exporter, il y a un format spécial YouTube, qui est pas particulièrement spécifique à YouTube. Disons que c'est juste un format MP4 simple qui est bien encodé, mais le fichier est un peu lourd, je trouve. Donc j'ai fait mon propre format. Vous avez ici les lossless, c'est-à-dire les formats sans perte, si vous voulez du MP4 sans perte, par exemple. Vous avez du WebM, qui est très bien pour le web, le WMV, bon, hein. Le MP4, ici les fichiers son aussi, le MP3, oui, qu'on peut aussi faire les fichiers son, MJPEG, le GIF, on fait aussi du GIF si on veut, du H264 avec ici le format que j'utilise en fait pour YouTube, que j'ai juste un petit peu modifié. Donc il y a juste à double-cliquer dessus pour l'afficher ici. C'est du MP4, le codec avec tous les réglages, LibX264, qualité à 60%, l'audio, et ici les petits paramètres qui ont été ajoutés. Si je veux du GIF, je double-clique dessus, et ici, ça m'enregistre en GIF avec ces paramètres-là, le codec est là, pas d'audio, forcément c'est du GIF, et pas d'autres paramètres supplémentaires. Si je veux du flash, du FLV, je double-clique ici, et j'ai du FLV, et pareil pour tous les autres formats. Alors moi j'ai pris un format spécifique ici, tutoriel YouTube, qui enregistre en MP4 en 1280 par 720, c'est ce que j'utilise pour mes tutoriels. 16 neuvième, 25 images par seconde, progressif. J'ai été sur le site de YouTube, j'ai été voir ce qu'il recommandait, et en fait j'ai juste adapté. C'est-à-dire que interpolation bilinéaire, le codec du LibX264 pour avoir du MP4 correctement. Ici qualité, j'ai mis 50%. Normalement, je vous conseille plutôt 60-70, mais pour du YouTube, pour une vidéo tutoriel sur YouTube, 50% je trouve que ça suffit. Bon, après si vous avez beaucoup de dégradés dans votre animation, etc., vaut mieux mettre un peu plus de qualité, mais les fichiers seront plus gros.
Le GOP à 13, image B, on en met 2, c'est indiqué sur YouTube. Ensuite, l'audio, les paramètres qu'il faut, AAC, etc. Et ici, j'ai des petits paramètres FFmpeg en plus qui permettent d'améliorer un petit peu les choses. Et donc ça, c'est pour la timeline. Vous voyez qu'on peut aussi demander à avoir, avoir les réglages pour les éléments de la liste de lecture, etc. Ici, pour l'onglet site, c'est-à-dire ça, pour chaque élément de la liste de lecture, etc. Donc ici, timeline, c'est parfait. Et quand j'ai fait mes réglages comme je veux, je fais ici exporter un fichier. Tac. J'indique où je veux l'exporter. Alors, je vais le mettre ici. Ça, c'est mon rendu C4D. Là, ça va être rendu shotcut.mp4. Voilà. Avant de faire ça, non. Avant de faire ça, je vais réafficher ici les tâches. Voilà. Pour que vous puissiez voir. Alors, voilà. Pour que vous puissiez voir ici ce que ça donne. À noter qu'ici, le flux ici, ça doit être ça pour le stream. Donc, exporter un fichier, comme j'ai dit. Rendu. Voilà. Shotcut.mp4. On fait enregistrer. Et là, ça va aller assez vite, parce que c'est seulement 6 secondes. Tac, effectué. Et je peux même peut-être ici pousser ça à 70. Et je vais réexporter une deuxième fois. Le même, mais on va mettre 70 en plus. 70.mp4. Histoire de voir la différence. Enregistrer. Vous voyez que ici, ça va vite quand même, parce qu'il n'y a que 6 secondes. Hein. Voilà. On va ouvrir Media Player. Voilà. Et on va aller ouvrir nos fichiers. Alors, le rendu shotcut normal, le voilà. Alors, vous voyez qu'en fond, on voit un petit peu le dégradé. Hein, parce que c'est 50%. Le 70, on voit un petit peu moins le dégradé, je trouve. La grosse différence, le rendu shotcut, 411 kilooctets, 6 secondes hein, seulement. Le rendu 70, 1 méga 03. Alors là, c'est très court parce que c'est seulement 6 secondes. Sur une vidéo beaucoup plus longue, par exemple 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, ce que je fais pour mes tutoriels, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus que ça. Hein. Par exemple, le tutoriel sur l'effet bokeh. Oh, alors, attendez. Le rush faisait 416 mégas et le rendu, l'effet bokeh faisait 468 mégas. Donc avec 50%. Et le rendu était bien quand même. Donc y a pas à se plaindre, Le logiciel, je trouve qu'il est vraiment bon. Donc là, en fait, on a un autre rendu de fait, on a du son, on peut le revoir, un petit effet de fondu, du son. C'est parfait. Et puis, on a utilisé un logiciel qui est gratuit. Un logiciel qui est gratuit, qui nous a rien coûté, qui fonctionne sous Windows, sous OS X, sous Linux. Vous pouvez ajouter donc du son dans vos vidéos Cinema 4D assez facilement avec ce logiciel-là. Et le logiciel, comme j'ai dit, permet de faire pas mal de choses et en plus il va évoluer. Et ça c'est vraiment bien. Il va évoluer beaucoup. Il y a plein de choses qui sont prévues. Et ça vraiment c'est super super. Ensuite il y a plein d'autres petites choses que j'ai pas encore montrées. Si vous voulez que je fasse un ou deux tutoriels dessus, histoire de montrer des petits effets, bah vous me le dites en commentaire. Et puis je ferai une ou deux vidéos en non répertorié, comme ça gênera pas ceux qui regardent le site que pour les vidéos C4D, et puis je mettrai les liens sur le blog. Ici, on va voir ce qu'on peut faire un petit peu avec les filtres. Je vais fermer ça. Ça, je n'enregistre pas parce que je pense que vous saurez le refaire. Je ne le mettrai pas à télécharger. Donc ici, je vais juste faire fermer. Et on va avoir une autre vidéo. J'ai mis une autre vidéo de côté que j'ai prise sur Internet. C'est une vidéo disponible gratuitement sur des sites. Si vous tapez footage vidéo free, vous allez en trouver plein. Ici, voilà, c'est juste une vache. Une vache toute bête. Je l'ajoute dans ma liste de lecture. Tac. Je peux mettre pause ici.
Je vais l'ajouter ici dans ma timeline. Donc, je la sélectionne, on peut faire comme ça, tac. Là, et je le mets bien au début. Alors, magnétisme. Ah, je vais mettre tout au début quand même. Tac, voilà. Et puis ici, on peut ajouter des effets dessus, comme j'ai dit. Donc on va voir un petit peu les effets. Alors on voit pas les effets audio parce qu'il n'y a pas de son sur cette vidéo. C'est juste une vache comme ça qui rumine et puis il y a des vaches dans le fond. Mais avec la touche majuscule, je peux me déplacer. Je peux tout à fait couper un bout de cette vidéo si je veux. Par exemple, alors on va le faire après peut-être. On va d'abord ajouter des effets. Par exemple, je la sélectionne, elle est en rouge. Je clique sur le petit plus et ici, je vais dans la partie vidéo. On peut ajouter des effets, on a du texte en 3D. J'ajoute le texte en 3D et ici, ça ajoute du texte en 3D. Et ça, c'est pas mal quand même. Ici, on a pas mal de réglages. Ça permet d'ajouter rapidement du texte en 3D. Pour retirer un effet, je fais le petit moins ici où je décoche. Tac. On peut avoir du texte normal aussi. Il y a un effet de texte normal qui était mis avant le texte 3D sur le logiciel. Voilà. Ici, on a le timecode parce qu'on peut prendre des mots-clés aussi. Et on a toujours ici des différents réglages, différents paramètres. On peut ajouter aussi d'autres effets. On peut ajouter, alors qu'est-ce qu'on a d'autre un flou. On peut ajouter un flou. J'ajoute un flou. Et si on augmente un peu le flou, comme ça, on peut mettre beaucoup de flou même. Et hop, comme ça et comme ça. Donc on peut créer des effets. Et ici, les petites icônes ici permettent de revenir au réglage par défaut. Tac. Ensuite, ici, qu'est-ce que l'on a d'autre? Brightness. Ça, c'est si c'est plus ou moins lumineux. C'est-à-dire que ça augmente la lumière, en fait, de la vidéo. Ensuite, les chroma keys, ça c'est si vous avez des vidéos avec du fond vert, vous choisissez ici la couleur du fond vert, vous pouvez régler différentes choses. Il y a une version avancée et une version simple. Ensuite, Circular Frame, voilà, c'est ça. C'est du HTML, mais ça fait juste un masque en fait rond. Ensuite, ici, Color Grading, c'est les gradients de couleurs. Donc ici, on peut changer en fait comme ça les couleurs, essayer d'ajuster un petit peu en fonction de ce qu'on a besoin pour modifier une vidéo. On a aussi les contrastes, on peut jouer un petit peu avec les contrastes, booster les contrastes ou au contraire les diminuer. Voilà, c'est assez bien. Ensuite ici, qu'est-ce que l'on a d'autre? Crop, ça permet de redécouper en fait une vidéo. Par exemple du top, on va retirer un petit peu une partie du haut, on va repartir une partie du bas, on peut repartir une partie à gauche et à droite, etc. Donc on peut jouer un petit peu comme ça, retailler une vidéo pour couper par exemple un bout qui est pas bien sur le côté ou sur le dessus, sur le dessous, etc. Ensuite, les fondus, j'ai déjà montré donc je ne remontre pas. Le glow pour donner un effet un peu de brillance, voilà. C'est un peu comme le brightness, mais non, c'est un petit peu différent quand même. C'est vraiment une lueur, un effet de lueur, voilà. Ensuite, on peut inverser les couleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais pas tout montrer. Un casse-pile, ça, je sais pas trop. Je sais pas trop. Enfin, on a des effets comme ça. Je les connais pas tous. Hein. L'effet de miroir pour inverser le truc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les vieux. Alors là, on a des filtres assez sympas. Les vieux films, par exemple, on peut rajouter de la poussière. Alors, on a toujours les réglages. On peut ajouter ici du grain. On peut ajouter en plus l'effet projecteur pour avoir un petit scintillement. On peut ajouter des scratchs, voilà. Et là, en fait, on a une vidéo un peu plus ancienne, plus vieillie. Voilà, un petit peu vieux film. Si en plus on ajoute un ton sépia, on a aussi un ton sépia quelque part. Ici, sépia tone, tac. On va essayer d'ajuster un petit peu le truc, plus plus comme ça, plus comme ça. On peut mettre un petit peu de saturation tant qu'on y est. Saturation, où est-ce que c'est? La saturation, on va, hop, comme ça. Et là, en fait, on a un vieux film, tac, un film avec un effet ancien, en fait, un peu usé de vieilles pellicules. Et puis, si on veut, on peut tout à fait désactiver les effets, hein, même à la volée, comme ça, tac, et revenir sur le truc d'origine. Je parle au début, tac. On peut les laisser ou on peut en ajouter d'autres. Par exemple, on a aussi Size and Position. Tac. Ça permet en fait
comme ça, de réduire le truc, de le déplacer où on veut. Quand on a plusieurs vidéos les unes au-dessus des autres sur plusieurs pistes vidéo, on peut mettre une petite vidéo comme ça là, puis une autre ici, puis un truc ici, et puis là on peut gérer le truc au pixel près, et donc c'est quand même vachement pas mal. Et ça, pour l'instant, on peut pas encore l'animer, mais c'est prévu qu'on puisse l'animer. Par exemple, de dire que le truc se trouve là, et puis que à tel frame, et puis qu'à tel autre frame, il se trouve là, puis qu'on ait la vidéo qui se déplace comme ça. Ça, c'est prévu. C'est prévu, c'est pas encore fait, mais c'est prévu. On peut revenir à un truc de base, voir les autres effets. Qu'est-ce qu'on a aussi? Stabilise, c'est pour quand vous filmez un truc et puis que vous bougez un peu trop la caméra. Ce filtre-là permet justement de réduire un petit peu les mouvements. J'ai pas encore bien compris comment ça fonctionnait, mais ça fonctionne. L'effet vignette qui rajoute un petit peu ici un petit effet comment d'objectif, enfin bref, un petit fondu noir sur le côté. On va le retirer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le wave qui ajoute des ondulations. Alors forcément à chaque fois tout ça c'est réglable, hein, comme on veut. Donc on peut tout à fait faire un truc comme ça. Et on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Donc je vais retirer tous ces effets là. Tac. Voir si on a vu à peu près. Ça c'est le truc qui montre un petit peu les effets HTML qui sont possibles. Parce qu'en HTML, on peut faire pas mal de choses avec ce logiciel-là. J'ai pas encore trop regardé comment ça fonctionne, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faisables. Donc, faut voir. Ensuite, rotate, c'est pour faire tourner une vidéo, vous voyez, comme ça. Et quand ça sera animable, ça sera super. On peut faire le scale comme ça. Si vous imaginez, quand ça va être animable, on tac comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme effet là-dedans? L'opacité, on peut jouer un petit peu avec l'opacité. Alors là, j'ai rien dessous, donc ça va pas jouer tant que ça, mais si j'ai plusieurs pistes vidéo, on peut jouer avec l'opacité d'une couche par rapport à l'autre. Et puis je pense qu'on a vu à peu près tout. Oui, oui. Alors ça, c'est les trucs vidéo et audio. Alors forcément, l'audio, on a pas mal de choses. On a la balance, compression, le délai, ici le volume. Si vous voulez booster un peu votre volume de votre vidéo. Généralement, je le fais sur mes vidéos tuto parce que le son est toujours assez faible. Ici, si on veut couper le son, normaliser le son, ajouter de la reverb, etc. Donc il y a pas mal de choses. C'est vraiment un logiciel à avoir. Il est open source, il est gratuit, il est très bien. Donc je voulais vous le présenter. Et puis maintenant c'est fait. Et donc là, vous voyez qu'on peut ajouter pas mal de pistes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que je pourrais montrer dessus? Non, bah c'est à peu près tout. On peut travailler en plein écran, ce que je vous conseille. Ah oui, ici, alors, normalement, pour enregistrer l'écran, c'est quelque part par là. Ah, ici, mode d'affichage automatique ou OpenGL ou DirectX. Si ça fonctionne mal, vous laissez pas en automatique, c'est peut-être l'autre. Si vous avez des problèmes d'OpenGL, vous passez en DirectX si vous voulez. Sinon, OpenGL fonctionne bien. Donc moi, je l'ai laissé en automatique, mais si vous voyez qu'il y a trop de plantage, vous savez que vous pouvez changer, en fait, qu'il soit géré soit par OpenGL, soit par DirectX. Le thème ici, j'ai laissé Fusion Dark, mais il y a aussi en plus clair, et puis on peut l'avoir en accord avec vos autres logiciels, l'avoir en blanc. La langue, vous voyez que ici je l'ai en français. Alors les filtres sont en anglais, mais vous voyez que tout le reste est traduit en français. Moniteur externe quand vous avez plusieurs écrans, vous pouvez gérer plusieurs écrans. Interpolation, mode vidéo, plein de formats, traitement GPU. Et normalement pour enregistrer l'écran, où est-ce que c'était? C'est pas ça. Je crois que c'est ça. Ouvrir autre. Il me semble que c'est ça. Je sais plus, je vais pas le faire parce que j'aimerais pas que ça plante, étant donné que la dernière fois que je l'ai fait, ça a planté, mais je pense que j'avais une ancienne version et j'ai pas réessayé depuis, donc je préfère éviter. Pour le moment, surtout que j'en ai pas besoin, pour enregistrer, j'utilise OBS Studio qui est vraiment excellent aussi. Faudrait que je le montre un jour, mais il y a plein de tutoriels déjà dessus ça permet d'enregistrer l'écran, de faire des lives,
C'est aussi open source, c'est aussi gratuit et c'est aussi multiplateforme. C'est le truc que je conseille aussi. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit sur ce logiciel. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Cette fois sur Cinema 4D normalement.